L'échiquier international, bienvenue et heureux de vous retrouver. Ce soir, notre rendez-vous mettra la loupe sur cette alliance défensive ou ce pacte de sécurité des États du Sahel annoncé hier par les officiels des pays concernés, à l'instar du ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali donc, c'est-à-dire trois pays intégrant la région dite de la Liptako-Gourma, ce fameux triangle où les attentats terroristes enregistrés sont nombreux, et quoi de mieux donc d'opérer et conjuguer une politique sécuritaire commune pour mieux optimiser une réponse efficace aux groupes rebelles sévissant dans la région. Un pacte donc sécuritaire inhérent à trois pays qui ont aussi d'autres points communs. Pays qui ont vu ces derniers temps des militaires monter au pouvoir et surtout être en délicatesse avec l'ancienne force coloniale qu'est la France, ou encore ce fameux coup d'État du 26 juillet au Niger et la marginalisation d'un Mohamed Bazoum, ce qui a poussé la CEDEAO à brandir la carte interventionniste militaire pour délivrer l'ancien président déchu, si ce n'est que Ouagadougou et Bamako ont dès lors considéré que toute tentative de ce genre serait considérée comme un casus belli à leur endroit. Vous l'aurez compris, en plus des problématiques traversant la zone sahélienne, crise sécuritaire, problèmes de développement, frontières poreuses pour des groupes armés en tout genre, s'adonnant à différents trafics, le déplacement de populations, pour ne citer que, nous assistons à une polarisation de toute une région, une architecture de la zone qui inquiète au-delà même de ses frontières. Voilà donc le menu des discussions du jour et on commence juste après le jingle. Et pour en parler avec nous ce soir, justement, et tenter de mieux comprendre l'essence d'une telle alliance sécuritaire et des défis qu'elle compte faire face, j'ai le plaisir d'accueillir Omar Benberti, analyste politique et un habitué de l'échiquier international maintenant. Bonsoir monsieur. Bonsoir Karim, merci de m'inviter. Le plaisir est partagé. Donc on le disait à l'instant, le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont signé un pacte de sécurité s'engageant donc à se venir en aide mutuelle en cas de menaces d'extérieur ou intérieur, comme on va le voir avec le clip dans un instant. Article 1er. Par la présente charte, dénommée charte du Liptako-Gourma, les parties contractantes instituent entre elles l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES. Article 2. L'objectif visé par la charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Les parties contractantes œuvreront en outre à la prévention, la gestion et au règlement de toute rébellion armée ou autre menace portant atteinte à l'intégrité du territoire et à la souveraineté de chacun des pays membres de l'Alliance, en privilégiant les voies pacifiques et diplomatiques et, en cas de nécessité, à user de la force pour faire face aux situations de rupture de la paix et de la stabilité. Alors, Omar Benberti, première question, on le voit, trois pays qui sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui mettent en commun leur politique sécuritaire, donc une architecture défensive inédite voit le jour dans la région. Mais de prime abord, quels sont selon vous les fondements et les visées de cette alliance? Écoutez, c'est Karim, il me semble que nous sommes dans un processus tout à fait normal. Ce sont trois pays qui ont déjà déclaré que si l'un d'eux était menacé, il réagirait. Et donc, vu les rodomontades auxquelles nous avons assisté ces dernières semaines, aussi bien de la part de la CEDEAO que d'un pays comme l'ex-puissance coloniale, la France, il est évident et naturel que ces pays s'organisent et montent cette alliance des États du Sahel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ceci n'est pas une surprise. Il y a déjà eu dans le passé des regroupements entre pays. Le Mali, par exemple, s'était réuni il y a fort longtemps dans ce qu'on appelait le Soudan français, avec le Sénégal, etc., dans le but justement de se prémunir contre certaines velléités de l'ex-puissance coloniale. Ceci étant, nous sommes dans un processus tout à fait normal et je considère que ces pays ont tout à fait le droit de se défendre
puisqu'il y a des velléités toujours remises sur le plateau d'une agression militaire contre l'un de ces trois pays. Et d'autre part, il y a encore le terrorisme qui sévit, et donc la mise en commun de leurs moyens de défense va probablement, surtout dans la zone des trois frontières, là où se situe l'enjeu essentiel des convoitises auxquelles nous assistons, c'est que maintenant ils vont boucler ce qu'on appelle les terroristes dans cet espace et vont pouvoir le pourchasser chacun de son côté. Donc de ce point de vue-là, c'est tout à fait positif. Très bien, nous avons le plaisir, on avait du mal un peu à le joindre au début d'émission, mais heureusement il est là, donc j'ai le plaisir d'accueillir Serge Bayala. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je rappelle que vous intervenez à partir de Ouagadougou et que vous êtes militant de la société civile, analyste politique également. Donc, première question, avec cette interrogation du jour et cette intégration africaine sécuritaire qui rassemble, comme on l'a dit, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, décidée par un exécutif essentiellement militaire et également en transition. Est-ce qu'il y a, selon vous, péril dans la demeure sahélienne pour nouer une telle alliance ? Oui, je crois qu'il y a péril dans la demeure sahélienne, notamment dans la zone du Liptako-Gourma. On sait très bien que cette zone représente un enjeu géopolitique mondial en ce qui concerne les richesses qu'elle regorge, mais aussi c'est surtout la crise sécuritaire terroriste qui jusque-là avait dans son approche sécuritaire amené les pays dans des approches ou dans des démarches individuelles. Le Mali combattait seul de son côté les terroristes qui se repliaient sur les deux territoires. Le Burkina, quand il les combat, il se replie soit sur le Niger ou sur le Mali, et c'était la même chose pour le Niger. Et je pense que d'un point de vue de la démarche militaire, géomilitaire, je pense que c'est quelque chose qui est cohérent pour produire plus d'efficacité. Et je pense que l'annonce de cette initiative de fédération ou de fédérer les forces militaires, les États du Sahel et qui est porté par des militaires répond de façon principale au désir d'une efficacité militaire en ce qui concerne le premier défi qui est le défi sécuritaire terroriste. Le deuxième, c'est la menace d'une agression dont Paris est à l'initiative et entend employer certains valets de la sous-région africaine pour légitimer son attaque, l'agression contre le Niger. Et je pense que les deux autres acteurs comprennent très bien que cette menace, si le Niger venait à être attaqué, c'est en partie le Burkina Faso et c'est en partie le Mali également, parce que ça va reconfigurer la carte du défi sécuritaire à leur détriment, au détriment de leur efficacité et de leur déploiement. Donc je pense que cette décision qui est strictement militaire peut se comprendre de ce point de vue-là. Alors, Amar Benbarti, les trois pays en question sont en période, dit-on, de transition. Est-ce que ce danger extérieur ou intérieur ne va pas mettre à mal la position déjà fragile du camp de la société civile qui en appelle à des élections ? Mettre en danger, je ne sais pas, mais toujours est-il que ce sont ces pays qui sont en danger. J'aimerais juste relever une coïncidence, qui n'est pas tout à fait une coïncidence, c'est que lorsque ces pays ont déclaré hier la signature de l'Alliance des États du Sahel, ont relevé la présence de hauts gradés de l'armée de la Fédération de Russie, que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou ailleurs. Il y avait même aussi en Algérie un de ces hauts gradés qui était présentement sur notre territoire. De ce point de vue, il est évident que l'on peut extrapoler et considérer que la menace n'est pas seulement au niveau des terroristes, il y a cette menace d'une intervention extérieure avec beaucoup plus de moyens qui fait que la Fédération de Russie a considéré qu'il était peut-être important pour elle d'apporter tout son soutien à ces trois régimes, de sorte qu'elle puisse, d'abord, comme vous le dites si bien, M. Karim, protéger les sociétés civiles, car n'oublions pas, les Nigériens sont d'une grande sagesse, ils ont démontré par leur calme qu'ils n'ont pas agressé du tout ni la France
Et les déclarations du président Macron à ce sujet sont tout à fait irresponsables lorsqu'il parle d'un ambassadeur pris en otage, alors que ce n'est pas du tout vrai. Donc les sociétés civiles, que ce soit au Mali, au Niger ou au Burkina Faso, sont porteuses elles-mêmes d'un désir de changement et d'une volonté de stabilité, de sécurité et surtout de paix. Elles sont bien conscientes qu'elles ont besoin de paix pour se développer. De ce point de vue-là, la Fédération de Russie a manifesté par sa présence qu'elle était elle aussi présente sur le terrain et que de cette façon, s'il y avait des velléités de l'ex-puissance coloniale de vouloir agresser impérativement, même à travers des vallées, comme disait notre ami de Ouagadougou, le Niger, toujours est-il qu'il y aura en phase 2 des militaires beaucoup plus aguerris et qui ont la faculté eux aussi de répondre. Et là, ça peut être un danger aussi parce que nous sommes concernés du fait que nous avons quand même 2 frontières, aussi bien avec le Niger qu'avec le Mali. Alors, vous faites bien d'en parler, Omar Ben Parti, je resterai avec vous, avec cette surenchère peut-être rhétorique de la part du président français Emmanuel Macron, qui nous parle d'un ambassadeur français qui est, entre guillemets, tenu en otage. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire, ou qu'est-ce qu'il y a à en penser par rapport à cette sortie un peu, on va dire, qui sort des canons diplomatiques? Et absolument, ça sort tout à fait des canaux diplomatiques, parce que nous savons qu'il existe la Convention de Vienne de 1961 et que lorsqu'un ambassadeur est déclaré persona non grata, les pays s'exécutent, quel que soit, et ce sont des relations entre États et pas entre gouvernements. Lorsqu'il évoque les propos du président français sont tout à fait irrecevables, pour ne pas dire autre chose. Mais moi, je pense personnellement qu'il est en train de chercher une excuse pour essayer de déclencher cette intervention qui le démange, parce que les enjeux sont énormes, il faut dire la vérité. On ne le dit pas suffisamment en France, mais les enjeux sont énormes parce que le Niger était la mine de la France, et de ce point de vue-là, il me semble que s'ils perdent, comme ils sont en train de perdre pied actuellement dans cet espace, les pouvoirs politiques français actuels vont tout faire pour essayer de se maintenir. Donc, tout le bavardage qui est tenu autour de cette affaire d'un ambassadeur, et tout le monde, même les diplomates à l'échelle internationale, se rendent bien compte que les propos du président français sont tout à fait irresponsables et indécents presque, mais je crois que sa volonté, elle va au-delà, et qu'il est en train de chercher une excuse pour que les autorités nigériennes fassent un faux geste, et de cette sorte, il pourra peut-être attaquer ce pays. Sauf que il y a bien entendu d'autres pays qui se dressent devant lui, et entre autres la Russie bien entendu, mais il y a aussi un pays qui s'appelle l'Algérie. On va en parler. Serge Bayala, donc revenons sur ce pacte sécuritaire dont le but serait de décourager les menées offensives intérieures ou extérieures. La CEDEAO continue à insister, elle, à un retour à l'ordre constitutionnel au Niger avec le retour du président Mohamed Bazoum. Ce nouveau pacte risque-t-il encore de crisper les positions entre 2 camps opposés, à savoir la CEDEAO ou les signataires de la charte Leptako-Gouma, selon vous? Non, je pense que nous sommes dans une course contre la montre. Cette course contre la montre montre très clairement qu'il y a des acteurs qui veulent aller agresser le Niger et parrainé par Paris, et il y a une autre volonté qui ne veut pas que le Niger soit agressé au prétexte de vouloir rétablir un ordre constitutionnel usé, un ordre constitutionnel dépassé qui consiste à rétablir un acteur de la démocratie illégitime. Vous savez très bien que c'est pas parce qu'on dit démocratie qu'elle a toujours consacré des acteurs reconnus ou des acteurs acceptés. Le principe de la démocratie comme étant devant être habillé de la légitimité est un élément central de sa vitalité et de sa durabilité. Et donc ces acteurs également comprennent qu'il ne faut pas laisser l'initiative de l'organisation d'une agression du Niger au monopole de ceux qui veulent la tenir. Il faut aussi s'organiser. Et je pense qu'en mettant en place ces 2 entités, la CEDEAO sait désormais qu'il y a une entité qui s'appelle les États du Sahel qui vient d'être créée. Et donc, ça devient une entité qui pèse dans la balance et qui peut, d'une manière ou d'une autre, raisonner. Ça permet également de pouvoir adresser la menace si elle venait à être extérieure.
si elle venait à être un prétexte que Paris va avancer du fait d'une auto-prise en otage de son propre ambassadeur, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est pas les Nigériens qui ont enfermé l'ambassadeur, ils ont plutôt ouvert la porte pour qu'il parte dignement. Il a refusé la porte de la dignité, il est devenu prisonnier de lui-même et prisonnier de Macron. Et au cas où il y a une volonté d'attaque très claire de la part de la France sur le Niger, que cette entité puisse peser dans la balance. Je pense que votre analyste politique le décrivait très bien et ça explique les coïncidences qu'on a observées dans les palais de ces trois pays où une forte délégation. Alors Serge Bayala, j'aimerais vous entendre sur ce fameux G5 Sahel. Est-ce que selon vous, il est définitivement enterré avec ce nouveau pacte sécuritaire entre les trois pays qu'on a cités, donc le Mali, le Niger et le Burkina Faso? Oui, je pense que la question du G5 Sahel, c'est définitivement une question totalement oubliée et enterrée et qui relevait d'une démarche néocoloniale et impérialiste d'organiser les armées africaines pour les amener à combattre les terroristes. Et je pense que cette initiative vient montrer que c'est plutôt aux Africains de lever des initiatives militaires pour adresser leurs propres défis sécuritaires. Et je pense que le G5 est devenu un G1 ou un G2. C'est le Tchad qui reste. Certainement, Paris verra comment ajouter l'Angola qui semble avoir fait un coup d'État démocratique et à sa convenance. Et ce coup d'État, vous voyez très clairement que la remise en cours de l'ordre constitutionnel ne fait pas objet de tapage international médiatique. Vous voyez très bien la géométrie variable et je pense que le G5 Sahel, très clairement, les Sahéliens, les populations n'en voulaient pas. La hiérarchie militaire, elle l'a supporté. Les gouvernements politiques ont subi le diktat de Paris. Et je pense que ça m'est fini. Très bien. Omar Benbarti, vous en avez parlé tout à l'heure, on a l'impression, les jours suivant le coup d'État à Niamey du 26 juillet dernier, qu'on était passé pas très loin d'une intervention militaire des différentes unités militaires de la CEDEAO. Entre-temps, il y a eu des médiations, comme le plan d'Alger du 30 août dernier, avec une période, on a proposé une période de transition de 6 mois pour accorder l'ensemble, on va dire, des violons nigériens. Ce pacte sécuritaire, on l'a dit, est aussi une sorte de réponse à une éventuelle attaque extérieure. Selon vous, est-ce qu'une telle attaque est encore d'actualité? À l'endroit du Niger, bien sûr. Je ne sais pas si c'est seulement à l'endroit du Niger. Je ne sais pas. Disons alors, restons déjà sur le Niger. Est-ce que selon vous, est-ce que l'attaque est... Non, j'ai des doutes parce qu'il y a des enjeux colossaux qui se font jour. Et donc, l'attitude de la France en elle-même, lorsqu'on la prend comme ça d'une manière objective, on a du mal à la comprendre. On se dit c'est pas possible que ce pays, avec ses élites, etc., continue à fonctionner d'une manière aussi, entre guillemets, irresponsable. Donc ça veut dire qu'il y a probablement autre chose. Et j'imagine que la mission qu'a effectuée le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, dans certains de ces pays, c'était justement pour remettre un petit peu les pendules à l'heure et ramener un peu de raison dans tout ce qui se faisait. N'oublions pas aussi que notre président se déplace à l'Assemblée générale des Nations Unies. On va en parler. Oui, d'accord. Et très bien. Mais moi, je pense que c'est très important qu'il y aille, parce que ce sera une occasion, normalement, pour remettre justement les pendules à l'heure et surtout pour redimensionner la position de l'Afrique au niveau de cet organisme qu'on appelle les Nations Unies. Donc, il y a toute une philosophie, toute une approche qui doit radicalement changer à l'échelle du continent. Ce n'est pas propre à l'affaire du Niger. Et les médias français en particulier veulent focaliser uniquement sur l'affaire de Sylvain Ité, l'ambassadeur, etc. Moi, je n'y crois pas du tout. Il y a des enjeux beaucoup plus importants et ça expliquerait d'ailleurs la présence de la Fédération de Russie. Ce n'est pas pour les beaux yeux ni des Maliens ni des Nigériens que les Russes se déplacent avec autant d'officiers supérieurs. Justement, donc un Sahel en ébullition, comme vient de le dire Omar Benbarti, et Alger ne peut pas rester les bras croisés. Avec près de 1000 km de frontières avec le Niger, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé à New York, où il doit prendre dans 2 jours la parole au sein de l'ONU pour participer aux travaux de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. La question
sahélienne sera forcément évoquée. L'Algérie en Afrique est forcément écoutée à cause d'un héritage et de l'histoire, comme on va le voir tout de suite. Le clip, on attend le clip, la régie. Je voudrais saisir cette occasion afin d'exprimer publiquement la grande admiration du Nigeria envers les efforts immenses déployés par le peuple algérien, démontrés durant la longue période de son combat pour la libération. Je veux également souligner l'inspiration qu'a constituée cette lutte épique pour tous les peuples africains. Alors Serge Bayala, un Sahel, comme on le voit, qui se noue, se complexifie, se crispe. Alger tente de solutionner la crise en prenant en compte les antagonismes des uns et des autres. Comment voyez-vous ce Sahel dans le futur ? Oui, je vois, je suis optimiste et surtout en voyant le rôle est trop important que l'Algérie s'engage à jouer au nom de la taille des frontières qu'il partage avec le Mali et le Niger. Je vois un Sahel qui va devenir maître de son destin. Je vois un Sahel qui va devenir propriétaire de ses propres ressources et donc de définir les acteurs avec lesquels il interagit. Et je pense que cela implique que dans les stratégies internationales, qu'il y ait plus de soutien auprès des pays sahéliens en ce moment. On salue déjà la mobilisation de l'Algérie et bien évidemment les autres acteurs qui se mobilisent pour effectivement rendre le désir des Sahéliens qui est d'avoir un Sahel apaisé, un Sahel prospère, un Sahel sécurisé, en faire une réalité dans le devenir. Et je pense que cela passe par le combat actuel qu'il faut gagner. Et je pense que c'est une opportunité que ce combat-là, nous ayons à le mener maintenant pour mettre sur la table les cartes de la coopération, d'une coopération gagnant-gagnant et surtout d'une coopération où on est respecté et où notre voix est acceptée dans sa diversité sans aucun diktat ou sans aucune forme d'imposture néocoloniale. Je pense que on est suffisamment épuisé du narratif déshumanisant du bloc occidental qui tient toujours à faire du Sahel un territoire au profit de la sécurité de leur propre peuple au détriment des peuples sahéliens. Je pense que chaque géographie doit d'abord épanouir ses propres citoyens et leur garantir le mieux-être qui leur revient. Je vois un Sahel où il n'y aura plus de président illégitime, où on aura des processus électoraux qui nous permettent de stabiliser durablement nos institutions et inverser les tendances. La tendance qui va être inversée au profit d'un processus législatif auquel tous les acteurs se reconnaissent. Donc, il y aura une tropicalisation des lois pour prendre en compte notre histoire et nos mœurs culturelles, notre anthropologie culturelle. Et à partir de ce moment-là, on aura un Sahel indéfiniment en présent parmi les autres nations et un Sahel qui contribue dans la singularité de ce qu'il a apporté aux autres nations du monde. Alors Omar Ben Barti, même question et en guise de conclusion, un Sahel en paix, des coups d'État récurrents peut-être dans les tiroirs de l'histoire, est-ce que c'est possible ? Un Sahel en paix, dans les moments actuels, je crois que ce sera très difficile. L'Algérie est le pays que nous sommes a tiré les leçons de ce qui s'est passé en Libye. Ne l'oublions pas. Et l'OTAN n'a pas de scrupules. Ces pays européens, ces pays occidentaux ont montré leur capacité, que ce soit en Irak, en Libye, en Syrie, à faire du mal et à ne pas s'enquérir des desiderata et des vœux de ce que j'appelle moi les panafricanistes. Vous êtes plutôt pessimiste alors ? Non, je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Je suis réaliste parce que je considère que nous devons être vigilants, nous devons faire très attention parce que nous avons été immunisés. La Libye, c'était hier. Et ce qui peut se passer ce qui s'est passé en Libye peut se reproduire au Niger. De ce point de vue-là, je crois qu'un pays comme le nôtre doit être très vigilant. Et en plus, il faut avoir la politique, il faut avoir les moyens de sa politique. Les États africains actuels, que ce soit au Sahel ou ailleurs, n'ont pas les moyens de leur politique. Il va falloir attendre des années pour que leurs armées soient puissantes, etc. La seule armée puissante actuellement sur le continent africain, il y en a deux, c'est l'Algérie, un peu le Nigeria et l'Afrique du Sud. Donc de ce point de vue-là,
les vœux, c'est bien, mais il faut être réaliste et vigilant, parce que l'Occident ne vous fera jamais de cadeaux. Voilà, en guise de conclusion, signé Omar Ben Parti, analyste politique en direct de Oran, qui était notre invité du jour. Un grand merci de nous avoir accompagnés. Vous étiez également avec Serge Bayala, qui a intervenu à partir de Ouagadougou. Vos analystes sont toujours les bienvenus, messieurs. Merci d'avoir répondu présent. L'Ichkia International est terminé. On se retrouve demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.